Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo essentielle. Donc aujourd'hui on va parler d'extension thoracique et je vous montrerai quelques exercices ensuite. Donc l'extension thoracique, c'est tout simplement la capacité du corps, si tu veux, à se pencher en arrière. Donc on rappelle que on a des interrelations articulaires, hanche-épaule, épaule-cou, qu'on a la lordose cervicale, la syphose dorsale, la lordose lombaire, et toutes ces courbes dépendent de l'angle du bassin, et que ces courbes, il y a une corrélation entre elles, qui dépendent de ce bassin, mais en plus elles dépendent l'une de l'autre. Ça veut dire que plus je vais m'enrouler j'essaie d'être simple, plus je vais m'enrouler si une hanche s'enroule en bas, l'épaule au-dessus va s'enrouler. Ça veut dire que plus je suis en hyperlordose lombaire, plus je risque de partir je vais faire une hypersyphose, je vais majorer ma syphose. Et donc je vais effacer ma lordose cervicale. Vous comprenez? C'est que je ne peux pas travailler un cou si je ne travaille pas une épaule, je ne peux pas travailler une épaule si je ne travaille pas une hanche. Et tout ceci vice-versa. D'accord? C'est que vous êtes sur des ceintures qui doivent rester parallèles. Ceinture pelvienne, le bassin, ceinture scapulaire, les épaules, ceinture occipitale, la tête. D'accord? Donc, comme toujours, la hanche, la hanche. Donc, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le bassin, notamment avec la vidéo de gainage, la vidéo sur le psoas, la hanche, etc. Donc, je l'ai beaucoup axé sur le bassin et ce complexe articulaire interdépendant hanche-pelvis rachis-lombaire. Donc, le complexe pelvifémoral. Et donc, n'oubliez pas de penser en termes de courbe de corrélation. Voilà, si vous devriez retenir quelque chose de cette vidéo en termes de théorie, c'est n'oubliez pas que vous bossez dans tous les plans de l'espace. D'accord? C'est que vous allez merder au niveau de ce parallélisme des ceintures, c'est que les ceintures vont finir par se déséquilibrer, se chevaucher, vous voyez, mais vous allez merder aussi sur ce plan-là, sur l'équilibre sagittal. Et là, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo-ci. C'est que, vous voyez, je fais une flexion lombaire et je fais une extension thoracique. Vous voyez ce que je veux dire? Et le souci, c'est qu'il va falloir travailler déjà toutes les directions. C'est pour ça que je vous montrerai un petit exercice bonus à la fin pour essayer que ça soit un peu plus complet. D'accord? Donc les muscles, ils fonctionnent par chaîne. Et donc, si vous avez un souci et que vous ne vous penchez pas assez en arrière, donc de moi, mon expérience, elle m'a montré que, en général, quand tu as une perte d'extension de hanche, ça veut dire que la hanche ne va pas assez en arrière. D'accord? Et ce qui fait que la hanche va en arrière, c'est le fessier qui se coactive avec le psoas. C'est ce qui équilibre un bassin derrière, c'est le moyen fessier, le pyramidal et l'obturateur interne. D'accord? Et du coup, le fessier, s'il est faible, je l'ai dit dans la vidéo que je vous ai sortie juste avant, je ne vais pas me répéter, mais vous avez des inhibitions motrices qui finissent par se mettre en cascade, parce que les muscles s'affaiblissent et s'hypertendent les uns les autres. Ils se surtendent et ils s'affaiblissent les uns les autres. Ok? Et donc, cette perte d'extension de hanche, vous allez la risquer, vous allez avoir une hyperlordose lombaire. Le fait que je ne vais pas réussir à mettre ma jambe suffisamment en arrière, je vais le payer si tu veux, en faisant en sorte que ma tête se déporte en avant. Parce que si ma hanche, elle va passer en arrière, déjà j'ai une pression excessive dans le ventre, et ben en fait ça veut dire que la chaîne postérieure, elle est toute raccourcie. D'accord? Et du coup, comme mon cerveau sent que ma hanche ne va plus en arrière, il va chercher à ce que mon dos, le bas de mon dos, ça devienne une hanche en gros. Il va chercher cette extension de hanche, tu vois, dans le bas de mon dos. Et donc je vais faire une accentuation de cette cambrure lombaire et je vais faire de la compression discale. Et ça, c'est le psoas, d'accord? Et du coup, le psoas va tendre les spinaux. Et donc les spinaux, c'est les érecteurs du rachis. Et donc en les tendant, il va enrouler, il va faire que je vais majorer ma syphose, que je vais m'enrouler, je vais faire un enroulement thoracique, voilà. Et donc on va chercher, le souci c'est qu'on ne va pas pouvoir rééquilibrer le bassin si on ne bosse pas en parallèle cette ceinture supérieure. D'accord? Parce que du coup, on va payer cette perte d'extension de hanche avec une perte d'extension thoracique. Et donc, cette perte d'extension thoracique, elle va avoir des impacts, elle va avoir des conséquences multiples, notamment en faisant de la raideur et des tensions au niveau lombaire, au niveau du cou, au niveau des ischios.
du piriforme, des bras, parfois avec des picotements, des côtes, parce que vous comprenez qu'il y a trop de compression au niveau thoracique, il y a trop de pression sur le bassin, sur la hanche, sur le rachis lombaire. Et du coup, ça va limiter la capacité pulmonaire et évidemment, ça va nuire avec des douleurs variées, vous l'avez compris, hein, donc des douleurs thoraciques, costales, ça va vraiment avoir un impact sur la mobilité globale, d'accord. Avec ça va favoriser une congestion pelvienne et ça va stresser aussi le diaphragme. Le diaphragme, son rôle, c'est de faire un piston, comme ça, de descendre. Et donc, le fait de mettre trop de pression, je vais stresser mon diaphragme et il va finir par, vous voyez ce que je veux dire, ça va finir par saturer la sphère pelvienne, en gros, c'est ça. Et du coup, n'oubliez pas, voilà, ces interrelations articulaires. Tu vois, c'est que si je ne vais pas me pencher assez en arrière, et ben en fait, mes ischios vont se surtendre. Et si mes ischios se surtendent, bah, je vais avoir ma hanche qui va subir, je vais potentiellement avoir un syndrome rotulien, donc si le bassin est tordu dans tous les plans de l'espace, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut avoir un déséquilibre multi-étagé, multiple, et c'est le cas en fait des déséquilibres. D'accord? C'est que quand quelque chose, de ce que j'ai remarqué, hein, c'est que quand quelque chose merde, même si ça a l'air d'être à distance, eh ben, tu sais que c'est là où il faut aller. C'est qu'il faut agir sur... Il faut faire, si tu veux, de la segmentation globale. Il faut regarder tout étage par étage. Et donc, il faut répartir les tensions dans le corps de manière homogène. Parce que la tenségrité biologique, sous sa définition, c'est la répartition globale de toutes les tensions. D'accord? Et c'est pas le cas quand il y a une algie. Quand il y a une douleur, c'est qu'il y a un souci de répartition de tension. D'accord? Ok, donc de toute façon, c'est le plus important, c'est que vous compreniez, c'est que, tu vois, si j'ai un enroulement thoracique comme ça, je ne vais pas pouvoir me pencher en arrière, ça va faire que j'aurai beau travailler mon cou, donc en cas de cervicalgie, même si je suis censé le travailler avec une épaule, d'accord, mais tant que tu vois, je suis enroulé comme ça, ma tête, je ne peux pas la ramener en arrière en fait. Et du coup, si je ne peux pas la ramener en arrière, ça va faire que mon cou va devenir instable et il va perdre de la mobilité. Et du coup, je vais avoir la mâchoire serrée par exemple. Tu vois, et du coup, vu que je suis en enroulement thoracique et que je n'arrive pas assez à me pencher en arrière, et bah du coup, je vais avoir une cage thoracique qui va être rigide. Et donc, si la cage thoracique est rigide, ça favorise un cou instable. Et donc, si le cou est instable, la mâchoire se serre. Si la cage thoracique est rigide, ça favorise un rachis lombaire instable, un bassin instable, tu vois, avec une hanche raide, parce qu'on est toujours plus fort d'un côté que de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on se retrouve sur un déséquilibre asymétrique, avec des asymétries de mobilité, et on va surtout saturer la dynamique pelvienne. On fait qu'on ne peut pas déployer la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, son rôle, c'est de combattre la gravité. Quand on est debout, son rôle, quand on marche en temps normal, les muscles du dos, ils se musclent. C'est que dès que je marche, la musculature du dos, elle fonctionne, elle se renforce. Donc marcher, c'est bon pour le dos. Quand on marche, on renforce si on n'a pas d'inhibition motrice. Si les muscles sont perçus correctement par le cortex, je vais marcher, et ben la marche, c'est un exercice complet qui va renforcer le fessier, les muscles du dos, etc. etc. Et je vous avais fait une vidéo dessus sur la marche du fermier, par exemple. Alors que si j'ai le moindre déséquilibre au niveau de, tu vois, si j'ai le moindre déséquilibre, on va faire simple, si j'ai le moindre déséquilibre dans le bassin, je vais le payer de la tête aux pieds. Et donc cet enroulement thoracique, s'il y a une perte d'extension thoracique, je risque fortement de le payer dans le bassin. Et après, c'est les deux ceintures qui s'autofreinent. Ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Et les deux se tordent. Et je pars en quoi? Je pars en scoliose ou en attitude scoliotique. Et donc vous voyez que la scoliose, c'est un verrouillage cervical et un verrouillage du bassin. Et vous voyez que la colonne vertébrale, elle tourne sur elle-même comme un torchon qu'on essore. Alors que l'attitude scoliotique, on voit que c'est le bassin qui a merdé qui a cristallisé, qui a merdé. C'est qu'un verrouillage du bassin, l'attitude scoliotique. J'ai une torsion pelvienne. Et s'il y a un bassin qui est tordu, donc pas vraiment déplacé, parce qu'un bassin ça se déplace pas vraiment, mais par contre, les muscles peuvent mettre en contrainte les articulations et donc les empêcher, si tu veux, de pouvoir
de pouvoir glisser avec souplesse et surtout d'avoir de l'espace. En fait, c'est une histoire d'espace. C'est que les muscles, il y a besoin d'espace et il y a besoin que ça glisse, quoi. Et donc, s'il y a un manque de mobilité au niveau vertébral, au niveau des vertèbres thoraciques, par exemple, voilà, puisqu'on est dessus, et ben, ces raideurs articulaires vont pousser, si tu veux, la musculature à devenir hyperactive. Ça va la stresser, en gros, et ça va la rendre hyperactive. Et donc, quand c'est hyperactif, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des lumbagos, par exemple. Parce qu'il n'y a pas assez de variation de mouvement, parce qu'il y a de la raideur, il y a de l'inflammation, et il n'y a pas assez d'oxygène surtout. Il n'y a pas assez d'oxygène parce qu'il n'y a pas assez de sang, puisque les mouvements sont toujours les mêmes. Et donc quand un muscle est hyperactif, bah, il fonctionne trop, donc il n'a pas ces phases de repos, effort, repos, effort, repos, donc il ne peut pas vraiment s'oxygéner, donc ça ne se voit pas sur une imagerie, un muscle hyperactif, d'accord? Parce que le muscle est suffisamment tendu pour faire mal, donc il est en faiblesse d'endurance, mais il n'est pas atrophié, il est amyotrophique, il n'est pas atrophié. Et donc ça ne se voit pas en imagerie, il fonctionne mais trop. Et donc s'il fonctionne trop, il s'épuise. Et donc il est inhibé. Il est inhibé. Donc inhibé, ça veut dire que le muscle il n'est pas perçu par le cortex, par le cerveau de manière normale, mais donc il peut être ou affaibli ou hypertendu. Bah, quand c'est le cas du dos, de ce que j'ai remarqué, c'est souvent de l'hypertonie, malheureusement. Parce que le psoas, c'est souvent de l'hypertonie. Donc ce que vous payez dans le bassin, vous le payez en haut. Ce que vous payez en haut, vous le payez en bas. D'accord? Le psoas, c'est le seul muscle qui relie les jambes et le dos, qui fait que je me cambre et que je me décambre, lordosant, délordosant, stabilisateur du rachis, de la hanche et du bassin. Le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule au bassin, qui fait le transfert de force entre le haut et le bas. Le psoas se coactive avec le fessier. Le fessier se coordonne avec le grand dorsal qui fait les mouvements synchronisés pour faire ce transfert de force haut-bas. Devant, on a le transverse qui précontracte avant tout le reste. Quand je lève ma jambe ou mon bras, c'est lui qui précontracte avant tout le reste, qui va faire à pas l'ajustement postural anticipateur quand je suis debout. Et le transverse, il se connecte directement au diaphragme. Le psoas, il se connecte directement au diaphragme. Et le diaphragme, il se connecte par l'intermédiaire d'un fascia au transverse. Et le transverse, il est synergique avec le périnée et le multifide. D'accord? Et le multifide, c'est le muscle qui tapisse tout le long de la colonne vertébrale. Et ces trois-là vont faire l'ajustement postural anticipateur. Et le multifide, son rôle, c'est de stabiliser, si tu veux, les vertèbres. Pour que les vertèbres, tout ce qui est charnière, que ça coulisse, que ça fonctionne, que ça tourne, que ça soit stable. D'accord? Que ça soit stable et que ça soit, écoutez bien, physiologique. Et donc s'il y a un déséquilibre au niveau thoracique, au niveau de cet enroulement thoracique, je risque de perdre ma physiologie, de mon équilibre sagittal et donc d'avoir des douleurs. Et donc on va avoir une perte de lordocervical physiologique avec un effacement, c'est-à-dire que le cou va perdre de sa lordose, il va devenir droit comme un poteau, par exemple avec ce multifide, et que le fait que ma tête ne se penche pas en arrière, bah, c'est un souci, tu vois, ça peut être une cause, une conséquence d'une perte d'extension thoracique. D'accord? Et du coup, vu que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vous passe les chaînes croisées, adducteur oblique qui se coordonne sur pubis quand je marche pour que le bassin ne bouge pas. Et on l'a vu que le TFL aussi va prendre dans sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'après, c'est plein de structures qui merdent en même temps. Parce que la torsion du bassin, elle est dans tous les plans de l'espace. Et vous arrivez sur un truc asymétrique. Parce que vous êtes toujours plus puissant d'un côté que d'un autre. Pardon. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à penser que c'est les gens feignants ou qui font pas d'exercice qui ont mal. Alors que c'est souvent les sportifs qui se blessent et les gens qui travaillent beaucoup. Et qui sont courageux, qui au contraire surpassent la douleur. Sont capables de dire oh, ça ira mieux demain. Et le souci, c'est qu'ils se disent ça pendant des mois et des mois et des mois, voire des années. Et quand le système nerveux, parce que c'est neurologique, merde, et ben là c'est cuit. Parce que vous avez une sensibilisation centrale. Parce que vous avez entretenu, vous avez acquis un nouveau schéma moteur qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que vous avez développé des inhibitions motrices. Ça veut dire qu'à force d'avoir des muscles qui ne fonctionnent pas, parce que vous avez fait la répétition de mouvement, des répétitions de mouvement, pas de variation de mouvement, et ben c'est stressant pour le corps de ne pas varier les mouvements. Et on n'est pas fait pour travailler comme des robots avec les mêmes gestes quotidiens.
on est fait pour dormir. Donc pareil, si vous ne dormez pas, eh ben, les muscles ne se reposent pas. Si un matelas n'est pas assez ferme, les muscles du dos ne se reposent pas. Si vous êtes stressé, bah, c'est des hormones en moins pour vos muscles. Tu vois, c'est de l'oxygène en moins pour vos muscles. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand on est stressé, bah, on respire moins. Et quand on respire moins, les muscles ont moins d'oxygène. Et quand ils ont moins d'oxygène, ils stressent. Ils ont besoin des deux. Ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Au niveau cellulaire, ils ont besoin d'énergie. Donc les muscles sont faits de cellules. Les cellules sont faites d'énergie et les cellules respirent de l'oxygène. Et donc il y a une respiration cellulaire et l'énergie que les cellules fabriquent, enfin, elle fonctionne avec une énergie qui s'appelle l'ATP, et le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Et donc vous avez un truc essentiel au niveau physiopathologique du point trigger par rapport au pH, c'est-à-dire ce côté acide. Donc vous êtes toujours sur un problème de sang. D'accord. Donc je me suis éloigné, mais on ne voulait pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc le but des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de réapprendre à se pencher en arrière, à remettre de la mobilité au niveau articulaire. Donc c'est pas du renforcement, mais c'est pour justement que la musculature autour, vous puissiez la travailler. Pour que après, si vous massez vos muscles du dos ou ce que vous voulez, ou des hanches, tu vois, ischio, psoas, etc., on s'en fout, et ben que les résultats soient plus durables et que surtout vous puissiez progresser. Tu vois, c'est que si tu as beau bosser le bassin comme un fou, parfois tu ne le récupères pas parce que il y a une perte d'extension thoracique. Et donc je vais m'acharner sur le bassin à remettre une dynamique pelvienne, et moi j'apprends comme tout le monde, hein, j'apprends sur le tas, j'apprends tous les jours. Avec moi, avec mes patients, etc. J'apprends tous les jours. Et donc je m'interroge tout le temps. Mais voilà, ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, il ne faut pas négliger ça, parce que c'est souvent trop négligé. De ce que j'ai vu, c'est qu'on a tendance à trop penser que ça n'a rien à voir, alors que si, ça a tout à voir. C'est que si j'arrive pas à me pencher en arrière, je vais mettre de la raideur dans mon ischio il va bloquer ma rotule, il risque peut-être de désactiver mon psoas, mon ischio, il va faire que ça va tirer sur le bas de mon dos. Tu vois, un ischio raide, il va tirer sur le bas de mon dos, il va effacer la cambrure lombaire, alors qu'elle est censée être neutre, un peu cambrée, et là il va tirer dessus, il va l'effacer, et cet effacement va favoriser l'enroulement. Donc tu t'enroules, imaginons, tu t'enroules en premier, ça tire en bas parce que les ischios tirent, et donc vu que ça tire, tu t'enroules encore plus. Et à la fin, c'est quoi? Bah, ça bloque ici. Et à la fin, tu es bloqué. Tu n'arrives plus à fléchir en latéral, tu n'arrives plus à fléchir même en flexion, bah oui, et fléchir en extension. D'accord? Et donc, tout merde. Tout merde. Voilà, on résume ça, tout merde, et l'erreur, c'est de rester trop segmentaire. D'accord? Il faut tout penser à tout. Donc, vous essayez. Si ça vous fait du bien, vous faites. Si ça vous fait pas du bien, vous faites pas. De toute façon, je vous en ai préparé plusieurs. Donc, vous piochez ce qui vous fait du bien ou pas. Donc, premier exercice, tout simple. Prenez un petit rouleau comme ça. Vous le calez ici. Je plie mes jambes là. Je prends un balai ou un bâton. Bon, un balai, c'est bien. C'est un peu plus grand, d'accord? Et tout simplement, regardez, je tends mon bras, je tends mes bras, hop. Donc, je garde collé au sol mes bras et mon bâton. Et tout simplement, je me laisse tomber. Je me laisse glisser en arrière et je souffle. Et je reviens. Et ça, par exemple, je peux le faire une dizaine de fois tous les jours, tous les soirs. Donc ça va masser un peu la colonne, ça va remettre du jeu dans les vertèbres. C'est pour réapprendre à vous pencher en arrière. D'accord. Ok, donc il est tout simple, hein, vous voyez bien. Ok, donc un rouleau mou, hein. Pensez à prendre un rouleau de massage mou, que ça vous fasse pas mal. Donc un autre exercice, prenez deux petites balles, hop, ok. Donc vous avez votre colonne vertébrale, vous la mettez entre les deux balles, clac, et vous montez tout le long. Donc vous posez, voilà, je les mets au niveau de mon thorax, et par exemple je fais une dizaine de mouvements comme ça.
dizaine de mouvements comme ça. J'augmente un peu la difficulté. Et je me lève, doucement. J'enroule ma tête d'abord. Je fais comme ça, hop, j'enroule ma tête, hop. Et je fais comme ça, une petite flexion. Hop. Donc vous pouvez inspirer à la montée, expirer à la descente. Ok? Donc vous pouvez continuer, vous pouvez monter un peu les balles au fur et à mesure. Comme pareil. Ok? Ok? Celui-là, il est tout simple. Ok? Bon, moi, celui-là, je le trouve plus doux pour commencer. Donc, commencez par lui avant d'aller avec celui-là. D'accord? Ok? Je vais vous en montrer deux autres. Je vais augmenter un peu. Ok? Donc, tout simplement, prenez votre chaise. Voilà. Prenez votre chaise. Hop. Faites comme si vous priez. Je vais me lever je vais lever un peu parce que là, vous ne voyez pas assez, je trouve. Hop, voilà. Et vous faites une dizaine de mouvements. Je vous l'avais déjà montré celui-là. Et vous comprenez ce principe. Vous faites une dizaine de mouvements. Ok? Donc, ça, c'est de l'extension thoracique, vous comprenez? Dans le même genre, vous pouvez aussi le faire debout. Tout simplement. Je suis comme ça, tu vois. Et tout simplement, ok? Entraînez-vous à vous pencher en arrière. Donc si on a vu comment on se penche en arrière, on va quand même réapprendre un peu à se pencher en avant. Donc, vous prenez un petit stepper ou quelque chose pour vous surélever et tout simplement vous vous penchez en avant. Je vous l'avais déjà montré celui-là, Jefferson Curl, ok, et les jambes bien droites, ok. Si vous essayez pas de descendre trop bas si ça vous fait mal, vous descendez jusqu'à tant que ça vous fait pas mal, vous pouvez descendre et vous soufflez. Vous enroulez bien les vertèbres, vous les articulez. Et il faut remonter doucement. Donc essayez que ça ne soit pas les hanches qui fléchissent en premier. Essayez d'aller chercher dans le bas du dos. Ok? Donc celui-là, il est tout con. Donc par exemple, si vous voulez mettre un peu de mobilité dans vos côtes, moi ce que je fais, c'est que, tu vois, n'hésitez pas à toucher un peu vos côtes comme ça, pour que ça fasse un petit repère. Hop, hop, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous créez de l'espace dans les côtes. Tu vois, j'essaie de la faire sortir. Hop, hop, hop. Pareil. Tu vois, je mets ma main. Vous pouvez vous mettre devant votre miroir, par exemple, quand vous sortez de la douche. Et tu vois, n'hésitez pas à mobiliser un peu vos côtes. Créer de l'espace. Voilà. N'hésitez pas aussi à les contracter, relâcher. Regarde, là je suis comme ça, je bloque ma tête. Et là, ce que je fais, c'est que ma tête, je la pousse vers là, mais je mets ma main et je résiste. Et tu vois, ça me tire ici. Donc là, je fais un décontracté relâché. Pareil, je pousse ma tête là, mais je mets ma main et je résiste. Ok? Dans le même genre décontracté relâché. Ça, c'est des trucs que vous verrez pas, hein, parce que ça n'existe pas. Ceux-là, je les ai inventés, ceux-là. Pour le faire soi-même, en fait. Ok? Donc tu prends ta main, et là, tu vois, je cherche à faire une torsion. On voit qu'on est bloqué en torsion. Vous comprenez? On est tout tordu, on est comme ça. Donc on va essayer un peu de réactiver la musculature en contracté relâché, contracté relâché. Donc là, je torsionne, mais je mets ma main et je résiste. Et hop, je bloque mon épaule et je bloque la résistance.
voyez, pour que ça contracte dans les côtes. Ok, je pense que vous avez compris. Ok, vous pouvez faire l'autre côté. Donc tu vois, je fais une torsion, mais je mets ma main et je résiste pour que ça m'empêche de faire ma torsion. Et tu vois, je mets vraiment ma main au niveau de l'omoplate. De la clavicule plutôt. Tu vois. Hop. Hop. Ok. Ok. Donc je pense que vous avez compris les amis. Donc essayez ces petits exercices. Et puis voilà. J'espère que ça va vous aider. Et je vous fais des bisous.